Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le top 10 des actualités IA marquantes de cette fin juin 2025. Bonjour. Oui, une semaine, encore une fois, très dense. On est dans une accélération de l'IA qui est assez folle, et c'est crucial de rester à l'affût pour comprendre où tout ça nous mène. C'est clair. Alors, on commence fort avec les États-Unis. Le No Adversarial AI Act. En gros, c'est guerre froide tech. Washington qui ferme la porte aux IA chinoises. C'est un peu ça, oui. C'est une loi bipartisane, donc soutenue des deux côtés, qui vise à créer on va dire, un pare-feu. L'idée, c'est d'empêcher l'utilisation d'IA venant de pays considérés comme adversaires, la Chine et la Russie en tête de liste, dans les agences fédérales américaines. D'accord. Et l'impact concret? Bah, ça formalise une tendance qu'on observe depuis un moment, la fragmentation de l'écosystème mondial de l'IA. On parle de plus en plus de splinternet, cet Internet éclaté, Oui. où chaque bloc développe ses propres technologies, ses propres normes. On va peut-être vers une sorte de rideau de fer numérique, quoi. C'est assez significatif. Et forcément, la Chine réagit. On a vu Alibaba annoncer un investissement colossal, 53 milliards de dollars. Exactement. 53 milliards sur 3 ans. Pour donner une idée, c'est plus que tout ce qu'ils ont investi dans l'IA sur les 10 dernières années. C'est énorme. Waouh. Et en même temps, il lance un nouveau modèle, Qwen Velo, qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il gère à la fois le texte et l'image pour la génération, la manipulation. C'est clairement une réponse aux mesures américaines. Une volonté d'indépendance technologique. Tout à fait. Ils construisent leur propre écosystème de manière très agressive pour ne pas dépendre des technologies occidentales. C'est la course à la souveraineté. Une course effrénée. Pendant ce temps, Anthropic, un gros acteur de l'IA aussi, finance des recherches sur l'impact de ses propres outils. C'est pas un peu paradoxal? Si, on peut le voir comme ça. Ils lancent ce programme Economic Futures avec des subventions, un accès facilité à leur modèle Claude pour étudier les conséquences socio-économiques. Mais en parallèle, leur propre PDG dit s'attendre à des pertes d'emplois massives à cause de l'IA. C'est curieux. Une stratégie de communication peut-être? Probablement en partie, oui. C'est une manière d'influencer le débat public, d'anticiper les régulations futures et de se donner une image d'entreprise responsable, même si leurs technologies ont potentiellement des effets très disruptifs. C'est assez habile, on va dire. D'accord. Et la société civile, elle bouge aussi? Plus de 1100 auteurs qui interpellent leur maison d'édition. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Alors là, le combat change un peu de terrain. Ils demandent des choses très concrètes dans leur contrat d'édition. Premièrement, pas de livre entièrement fait par IA, publié par l'éditeur. Logique. Deuxièmement, ils veulent donner leur accord explicite et être compensés si leurs œuvres sont utilisées pour entraîner des IA. Et enfin, protéger les emplois de la chaîne du livre, comme les correcteurs, les traducteurs, les narrateurs de livres audio. Donc on passe du juridique au contractuel en quelque sorte. Exactement. C'est peut-être plus facile d'obtenir des garanties éditeur par éditeur que de changer la loi sur le droit d'auteur, qui est très complexe. On voit même poindre l'idée d'un label 100% humain, vous voyez. Ah oui, intéressant. Cette question des données et du consentement, elle revient aussi avec Meta au Sénégal. Il y aurait un traitement différent par rapport à l'Europe. Oui, c'est ce qui ressort des informations. Il semble que Meta déploie son assistant IA dans WhatsApp au Sénégal, sans offrir une option de refus aussi claire ou simple que celle qui est requise en Europe par le RGPD. Et ça pose problème légalement. Apparemment, oui, ça pourrait violer la loi sénégalaise sur la protection des données personnelles, qui inclut normalement un droit d'opposition. Au-delà du légal, ça soulève des questions plus larges sur une sorte de colonialisme numérique, quoi. Est-ce que les règles sont les mêmes pour tout le monde? Et quid de la souveraineté des données en Afrique? Des questions essentielles. Bon, passons à des applications peut-être plus positives ou en tout cas surprenantes. Au Japon, une IA arrive à détecter la maladie du foie gras sur des radios des poumons. Oui, c'est assez bluffant. Une équipe de l'université d'Osaka a entraîné une IA sur des radios thoraciques tout à peu standards, celles qu'on fait pour vérifier les poumons, et l'IA arrive à y repérer des signes de stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras, avec une précision assez élevée. On parle d'un score AUC qui mesure la performance autour de 0,82-0,83. Mais c'est génial ça. Ça ouvre la porte à quoi? Potentiellement à un dépistage de masse opportuniste. Comme la maladie est souvent silencieuse, on pourrait la détecter tôt, à faible coût,
juste en réanalysant des radios déjà faites pour autre chose. C'est une super valorisation de données existantes. Incroyable. Et l'IA s'attaque aussi aux infrastructures réseau. Huawei et ses partenaires veulent utiliser l'IA pour monétiser la 5G Advanced, c'est-à-dire. Alors l'idée, c'est que la 5G Advanced, ou 5.5G, va permettre des usages encore plus exigeants, genre réalité augmentée, jeux en streaming, etc. Huawei et d'autres acteurs, réunis au Mobile World Congress de Shanghai, se sont mis d'accord pour utiliser l'IA afin d'optimiser les réseaux, améliorer l'uplink, réduire la latence, etc. Et comment on monétise ça? L'idée serait de passer d'un modèle où on paye au volume de données consommées à un modèle où on paie pour une qualité de service garantie, ce qu'on appelle un SLA. Par exemple, garantir une latence très basse pour un gamer. Ça ouvre de nouvelles possibilités, mais Même. ça pose la question de la neutralité du net. Est-ce que tous les services auront le même traitement si on commence à différencier la qualité et le prix? C'est un débat qui revient. Un débat important. Face à tout ça, la régulation essaye de suivre. Le Danemark légifère contre les deepfakes malveillants. C'est un pionnier là-dessus. Oui, c'est une des premières législations nationales aussi spécifiques. Fait intéressant, la loi danoise n'interdit pas la création de deepfakes, mais leur partage s'ils sont malveillants ou nuisibles. Ah, la nuance est importante. Très. Il prévoit des exceptions claires pour la satire, la parodie, l'art. Et il n'y a pas de sanction pénale directe prévue, mais la possibilité pour les victimes de demander une compensation financière. C'est un équilibre délicat à trouver entre protéger les gens de la désinformation et préserver la liberté d'expression. Un modèle à suivre, peut-être? À voir comment ça s'applique. L'IA peut aussi être une alliée inattendue, par exemple pour sauver les baleines. Hmm. Le projet Happy Whale. Ah oui, Happy Well, c'est un exemple formidable. C'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle, spécifiquement la reconnaissance d'images, pour identifier individuellement les baleines à partir de photos de leur queue. Et ce sont des photos prises par n'importe qui. Exactement, c'est de la science participative. Des touristes, des chercheurs, des passionnés envoient leurs photos. L'IA compare les motifs uniques de la queue, un peu comme une empreinte digitale. Ils ont déjà identifié plus de 105 000 individus. C'est fou. Et ça sert à quoi concrètement? À plein de choses. Suivre les migrations sur des distances incroyables, ils ont tracé une baleine de la Colombie jusqu'à Zanzibar, par exemple. Ça permet aussi de surveiller l'état des populations, comme une baisse inquiétante de 20% observée dans le Pacifique Nord. C'est un outil puissant pour la conservation. Vraiment positif. Mais l'IA a aussi son revers, on l'a vu. Exemple frappant, la faillite de Career Builder et Monster, les géants du recrutement en ligne, victimes de l'IA. C'est ce qui est avancé, oui. L'entité qui regroupait ces deux noms historiques a déposé le bilan, là, en juin 2025. Et la raison invoquée, c'est leur incapacité à faire face à la concurrence des nouveaux outils de recrutement boostés à l'IA. Qui sont plus efficaces. Apparemment, oui. Pour le sourcing de candidats, l'analyse des CV, l'automatisation des premières étapes. L'IA rend ces processus plus rapides, moins chers. C'est vraiment un cas d'école de la manière dont l'IA peut disrupter des intermédiaires bien établis. Ça va très très vite. Effectivement. Bon, après ce tour d'horizon très riche, qu'est-ce qu'on retient? Quelles sont les grandes lignes de force? Alors, si on essaie de synthétiser, je vois trois dynamiques majeures qui se dégagent de ces actus. La première, c'est vraiment la confirmation de ce qu'on pourrait appeler la grande divergence technologique. C'est-à-dire. Cette séparation de plus en plus nette entre le bloc américain et le bloc chinois, qui construisent des écosystèmes IA de plus en plus étanches, avec leurs propres champions, leurs propres règles. Le Non-Adversarial AI Act et l'investissement d'Alibaba en sont les symboles. D'accord. Deuxième point. Deuxièmement, on voit une montée en puissance de la volonté de reprise de contrôle par la société. Que ce soit par la régulation étatique, comme le Danemark avec les deepfakes, ou les lois sur les données, comme on l'a vu avec le Sénégal. Ou les revendications des auteurs aussi. Exactement. Ou les revendications sectorielles, comme celles des auteurs qui veulent plus de contrôle contractuel. Il y a une prise de conscience éthique et une demande de garde-fou qui grandit face à la puissance de l'IA. Et le troisième point? Le troisième, c'est l'illustration très claire de la double nature de l'IA. Sa nature disruptive. D'un côté, elle détruit, ou en tout cas menace, des emplois, des modèles économiques, comme on l'a vu avec Career Builder Monster. Oui. Mais de l'autre, elle est aussi un formidable moteur de création de valeur et de solutions, que ce soit dans la santé, avec l'IA diagnostic, ou pour l'environnement, avec le suivi des baleines.
Destruction créatrice, en quelque sorte. Destruction et création. Une dernière réflexion pour conclure? Bah justement, cette dualité, c'est tout l'enjeu. L'IA, c'est clair, apporte et va apporter des bénéfices considérables. Mais elle porte aussi des risques importants. Concentration du pouvoir économique et technologique, accroissement des inégalités si certains sont laissés pour compte. La grande question pour moi, c'est comment on pilote cette transition? Comment on s'assure que les bénéfices soient largement partagés et que l'IA ne devienne pas un outil qui creuse encore plus les fossés? Gérer ça, c'est le défi majeur qui nous attend tous. Un défi immense, en effet. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Merci à vous. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les actualités IA de la veille. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.